Cette semaine, on a du démon, des anges mortels, des gens beaux mais pas beaux, des démons et certains héros de mes lectures qui se détendent. Salut les potes, bienvenue dans Supplément de Chill. Prenez votre café, installez vos fesses sur un truc bien confort et laissez-vous porter par le fil de mes lectures et visionnages de la semaine. Je vais le dire maintenant, comme ça je vous laisse tranquille avec l'épisode après, mais pour que le podcast progresse, j'ai besoin de vous. Donc de gentils commentaires, de belles étoiles et des abonnements sur les plateformes d'écoute, c'est toujours très bon à prendre. Et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ça qui va donner le plus de force. Ceci étant dit, on peut commencer ma semaine de lecture tranquillement, avec une équipe qui prend du bon temps, ou presque, puisque j'ai lu les 2 tomes déjà dispo de Kaiju No. 8 Relax. Or quand je dis ou presque, c'est juste parce qu'il leur arrive des toutes petites misères, des genres de petits gags. Alors, je vous le dis d'emblée, c'est pas nécessaire si vous lisez Kaiju No. 8 pour l'action, ça n'a aucune incidence sur l'histoire. Par contre, si vous ne lisez pas Kaiju No. 8, vous n'allez peut-être pas comprendre qui est qui, mais c'est pas très grave et vous passerez quand même un moment fort sympathique avec ces oiseaux régulateurs de gros monstres. Comme son nom l'indique, dans ce manga, on va prendre un temps de pause. C'est encore un spin-off de Kaiju No. 8, mais plus chill. Et nous, on aime bien quand c'est chill. Au lieu de suivre les grosses bastons, on se cale sur des chapitres courts, centrés sur la vie quotidienne de la défense anti-kaiju. On va se détendre après une mission, voir des micro-défis, des gags et des moments d'équipe en toute décontraction, ou presque comme je l'ai dit. On retrouve bien évidemment Kafka Ibino, le héros de notre histoire, son compagnon Ichikawa, Kikoru Shinomiya, la petite prodige, et d'autres têtes connues, mais dans un registre plus tranche de vie, sur fond de comédie avec des situations qui jouent souvent sur le décalage entre l'image ultra sérieuse de certains personnages et ce qu'ils font entre leurs missions quand personne ne les regarde. C'est léger, mais ça sert aussi à développer la cohésion et la personnalité du groupe, à respirer entre 2 arcs plus tendus de la série principale, et finalement on s'attache d'autant plus à eux. C'est clairement du fanservice, alors c'est pas comme dans beaucoup de mangas, un fanservice que je nommerais culotte. Non, là c'est plus du fanservice sourire, et on préfère. C'est un petit bonus agréable, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus des moments qu'on partage avec eux, ça les humanise, ça utilise bien les personnages, et les 2 tomes se continuent assez bien, c'est agréable, et c'est assez reposant. J'insiste sur le fait que vous ne verrez pas d'action dedans, ça sert à rien de le lire si c'est ce que vous cherchez, le précédent spin-off de la série, intitulé Side B, fini en 2 tomes, vous plaira peut-être plus si c'est le cas. Concernant Relax, il y a déjà 4 tomes au Japon, toujours en cours, et chez nous, Crunchyroll, en version papier, prévoit la sortie du 3e en VF pour le 17 juin. À noter que c'est Kizuku Watanabe qui dessine et imagine les gags en se servant donc des personnages de l'univers existant. La série principale étant écrite et dessinée par Naoya Matsumoto. On passe à la suite avec un titre qui donne direct le ton, Démon. C'est un comics de Scott Snyder, on en a parlé il y a pas longtemps, puisque c'est lui qui écrit sur le Absolute Batman, et c'est dessiné par son ami Greg Capullo, avec qui il a de nombreuses fois collaboré, et ce sera d'ailleurs un sujet pour l'épisode de mercredi, puisque je vous l'annonce maintenant. Il aura pour thème la saga des hiboux de Batman, écrit et dessiné par ce même duo. En VO, le titre c'est We Have Demons. En VF, on a réduit un petit peu pour un simple et efficace démon. Ça fait 3 ans que c'est dans ma pile à lire, puisque c'est sorti en janvier 2023 chez Delcourt, et j'ai aucune idée de pourquoi je l'ai lu maintenant, mais c'est fait, et franchement, c'est très cool. Déjà, les dessins de Capullo, c'est fou, mais on les reconnaît vraiment direct, il a sa patte, et ça fait un petit truc de retrouver ce trait si caractéristique. Démon, c'est un autre duo aussi, celui du récit, Lame et Gus. Alors Lame, évidemment que c'est pas la personne qui veut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, c'est juste que c'est son surnom pour la massue. Et je sais, la massue, qui appelle son enfant la massue. Eh ben, faut croire qu'il y en a qui le font. Et la Mégus, ils font face à une vague inquiétante de... vous l'avez? Bon, c'est pas dur, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, de démons. Vous êtes trop fort, vous avez trouvé, Bon, en même temps, c'est dans le titre, vous la pétez pas trop non plus. On commence le comics avec Lame Cullen, fille du révérend Cash Cullen, qui avait une façon de prêcher bien à lui, son majeur se tendant régulièrement pour dire au mauvais esprit de bien se tenir.
Bon, l'âme, il se trouve qu'elle n'avait pas trop foi en l'humanité, alors elle s'est un petit peu détachée de son père, qui pourtant était à ses yeux un homme profondément bon, mais les convictions de certains peuvent être des murs infranchissables pour d'autres, et il semblerait que c'eût été le cas ici. Une fois grande, l'âme va vivre un drame, qui va la mener vers une vérité à laquelle elle ne s'attendait absolument pas concernant son papounet chéri, et donc l'existence d'une puissance démoniaque sur Terre. C'est là qu'elle va tomber sur Elor, qu'on surnomme donc Gus, un démon assez terrifiant, mais paradoxalement bienveillant, qui l'entraîne dans une guerre où avoir la foi est une force, et où les cultes et les monstres sont beaucoup plus concrets que prévu. On découvre un groupe qui combat les vilains pas beaux méchants grâce à des morceaux de météorites qui contiennent un matériau nommé l'auréole, qui confère à nos combattants, enfin à leurs armes, un certain pouvoir pour vaincre les démons. Problème, ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas trouvé, et notre petit groupe n'en est que de plus en plus faible. Alors quand on apprend qu'une de ces météorites devrait arriver, ils se mettent en route, mais c'est sans compter sur leurs rivaux qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. On commence le récit par une narration du point de vue de l'âme, puis on bascule sur celui de Gus, et ce passe-passe est assez agréable. Ça mélange enquête, action, il y a ce sentiment de tout ce que je pensais rationnel s'effondre, la protagoniste doit survivre, comprendre les règles et choisir un camp tout en gardant un pied dans l'émotion brute du deuil. C'est une mini-série en VO, on peut dire un one-shot en VF, avec un bon rythme, une belle mise en scène de Capullo sur le scénario de Snyder, en même temps ils se connaissent bien, et il y a cette petite vibe rétro qui, bien que l'histoire ne soit pas la même, mais les designs, le ton, l'ambiance, on a un petit quelque chose qui nous fait forcément penser à Darkness, et c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Alors je parle de foi, on a un pasteur, mais vraiment c'est un prétexte. Ici la foi, c'est pas si lié que ça à la religion, c'est plus un concept d'acceptation qu'autre chose. On ne parle pas de récits religieux ou de préceptes sectaires, juste on part du principe qu'en ayant foi en quelqu'un ou quelque chose, on peut devenir plus fort. Je vous le dis parce que ça peut freiner au début, mais finalement, pas du tout. C'est fun, c'est vif, il y a des gros mots et des démons, tout pour me plaire, et franchement, l'essai est transformé. Avant de passer au visionnage, on va parler de ma dernière lecture qui en valait la peine cette semaine. Et oui, il y en a eu d'autres, mais elle ne valait pas le coup que j'en parle, et comme je veux pas être méchant, vaut mieux que je me taise. Bref, la dernière lecture sympa de ma semaine, c'est un truc vraiment pour les connaisseurs. On est sur de l'indé très indé, pour ne pas dire confidentiel, mais ça mériterait d'être beaucoup plus connu, et je suis certain que ça plairait à énormément de gens, donc ça me semble hyper important d'en parler, et je serais très content si je vous le fais découvrir. Ça s'appelle Enki, et je viens de lire le 2e tome. C'est un manga, mais le format est plus BD, c'est grand quoi, et ça permet d'admirer les fabuleux dessins, bien mieux qu'avec un petit bouquin. C'est un manga d'un auteur japonais, Asagi Yaenaga, publié chez l'éditeur italien Holopress. Ils le vendent en anglais, c'est la version que moi j'ai, notifiée à 1000 exemplaires, forcément en italien, en 500 exemplaires, et il existe aussi une petite version en japonais, 50 exemplaires me semble-t-il, donc c'est pas une publication japonaise classique. Enki, ça se déroule dans un Japon ancien et historique en 1528. L'héroïne, la princesse Tsukihime de la province d'Azumi, fait face à une menace qui prend la forme d'un dieu des malédictions nommé Enki. C'est dans un monde féodal où le surnaturel est clairement venu foutre un beau bordel à base de rites, de violence et une menace lancinante qui contamine tout ce qu'elle touche. Notre héroïne tente de protéger aussi bien ses terres que les siens, mais faut dire que cette malédiction est pas forcément palpable. C'est pas hop, un petit coup d'épée et tu repars en enfer. Non, là c'est plus compliqué puisque intangible, mais pas pour autant désincarné. Et en parlant d'épée, au centre, il y a la relique, l'épée Guki Kagemitsu, qui semble choisir Tsukihime et dont les secrets sont liés à la malédiction. On commence le 2e tome dans une province qui va pas super bien puisque des esprits vengeurs sont là et les morts rôdent. On a quand même un clan qui profite de la situation pour préparer un coup de force contre le pouvoir en place, les Fujijima, et au milieu de tout ça, un prisonnier révèle une histoire interdite liée à un autre clan nommé Kashima. Cette histoire, c'est un secret qui remonte à de nombreuses lunes, pour pas dire à l'origine de la malédiction. On ne devrait pas y toucher, au risque de subir de bien lourdes pertes. Et bah du coup, notre princesse Tsukihime se retrouve bien embêtée, coincée entre guerre politique et fatalité surnaturelle, et forcément, il y a une question. Est-ce qu'on peut briser le destin ou est-ce qu'on ne fait que l'accomplir? Je sais pas comment vous dire à quel point c'est magnifique.
sombre, noir, sanglant, avec un fond de pessimisme qui vient alourdir le tout. L'histoire est déjà vraiment cool, on a de la politique, des complots forcément, des guerres, sur ce fond surnaturel où on trouve des yokai, des démons, des malédictions, et surtout les dessins quoi. C'est 100% tout ce que j'aime, c'est 1000% ce que j'aime. On voit la finesse de certaines cases, les nuances, des gris magnifiques, parfois c'est plus appuyé, bien noir, sombre, des gros traits qui font monter la tension et marquent l'intensité du moment. Alors par contre, c'est clairement de l'horreur, hein. C'est cru, il y a des corps qui peuvent être mutilés, on voit des parties entières, donc il y a du tété et peut-être même une zézette qui traîne, mais pour une fois, c'est pas pour du fanservice, c'est adulte, mature, ça sert le propos et ça baigne dans une atmosphère oppressante et malsaine d'où nos personnages veulent se sortir. Ce que j'aime le plus, c'est que dans les dessins, il n'y a pas de trame, tout est fait à la main. Si vous voyez pas ce que sont les trames dans le manga, ou même dans la bande dessinée tout court en fait, je vous invite à regarder sur internet, ça existe en numérique, mais ça existe aussi en version réelle, et c'est hyper chouette, quand c'est bien utilisé, ça marche hyper bien, mais il y en a partout, tout le temps. Bah là, il y en a pas, et ça rend cet objet assez rare et précieux à mes yeux. Bref, tout est incroyable, vraiment j'aime trop le travail de Asagi Aenaga, depuis que j'ai découvert Gaïa, son premier projet, qui, depuis peu, est dispo en français, donc si lire en anglais vous dérange, vous pouvez déjà essayer de lire ce titre, Gaïa. Je l'ai vu avec un grand étonnement à la Fnac, et je dois dire que ça m'a fait extrêmement plaisir pour cet auteur, qui devrait être bien plus célèbre, en tout cas pour les amateurs d'horreur comme moi. Et on peut passer à mes visionnages. Je le mentionnais la semaine dernière, et cette fois c'est bon, j'ai fini Angels of Death, une série dispo sur Crunchyroll, il n'y a qu'une saison de 16 épisodes. À la base, c'est un jeu vidéo, Satsuriku no Tenshi, auquel je n'ai absolument pas joué, sorti sur Steam en 2016, et qui ne me donne pas particulièrement envie, pour être franc. 2 ans après, JC Staff décide de produire l'animé tiré du jeu, avec Kentaro Suzuki à la réalisation. On n'aura pas de saison 2 pour la simple et bonne raison que ça couvre l'intégralité de l'histoire du jeu, et qu'il y a une vraie fin. Et ça c'est bête, mais moi j'apprécie. Alors je dis on n'aura pas de saison 2, on sait jamais hein, mais bon, normalement on ne devrait pas en avoir. Ça existe aussi en version papier, le manga est paru chez Mana Books en 2021, et il y a 12 tomes quand même. Je sais qu'il y a un préquel en manga aussi, mais il n'existe pas encore en France. Bref, tout ça on s'en fout un petit peu, puisque nous on parle de l'animé aujourd'hui, et qu'est-ce que ça raconte alors? Au début, une jeune et frêle jeune fille se réveille dans une pièce lugubre. Et elle s'appelle Rachel Gardner, et la pauvre petite est amnésique visiblement. Elle pige assez rapidement que cet endroit est louche et qu'elle est enfermée dans une sorte de labyrinthe. Et elle n'est pas seule, puisqu'elle va tomber sur un malotru avec une faux qui n'a qu'une idée en tête, la tuer. En même temps, on apprend vite que ce monsieur avec des bandages sur tout le corps est un tueur en série. Sauf que les choses vont se passer autrement. Ils vont faire une sorte de promesse un petit peu tordue, disons-le. Rachel veut effectivement mourir, mais seulement de la main de Zach, notre tueur fou, mais qu'une fois qu'ils seront sortis vivants de cet endroit. Et cet endroit a des niveaux différents, chacun étant attribué à d'autres personnages que notre duo va devoir appréhender. En vrai, on sent la mécanique du jeu vidéo, avec ses niveaux à étage, ses énigmes pour en sortir, et évidemment ses combats de boss, mais il y a un petit truc qui fait qu'on veut voir la fin, et on reste avec eux jusqu'au bout, même quand on sent une certaine redondance. La relation entre Zach et Rachel évolue au fur et à mesure qu'ils montent les étages. En fait, c'est une sorte d'escape game horrifique avec un duo improbable, mais sympa. Bon, quand je dis horrifique, ça reste gentillet, c'est plus mystère et boule de gomme, avec un petit peu de sang, mais il n'y a pas de jumpscare ni de choses vraiment dérangeantes. Ça se regarde bien, c'est sympa, c'est rapide, c'est plutôt bien foutu niveau design, même si c'est pas une grosse claque, hein, ni très original, mais en vrai, ça va, c'est cool, ça fait le taf, et on veut savoir ce qui se cache derrière l'amnésie de notre héroïne. Et on va finir cette semaine avec une série que j'ai vue sur Disney+, créée par celui à qui on doit American Horror Story, Ryan Murphy, accompagné de Matthew Hodgson, qui a surtout bossé sur Glee. Tout le monde ne le sait pas, mais The Beauty, la série dont on parle dans l'instant, c'est un comics à la base du même nom, écrit par Jeremy Owen et dessiné par Jason A. Hurley. Chez nous, c'est Glénat qui avait la licence, mais on n'a jamais pu finir l'histoire puisqu'ils avaient sorti le premier tome en 2018, et puis plus rien. C'est pas la première fois qu'ils me font le coup, Glénat, puisque c'était la même chose avec Curse Words et avec Never Go Home. J'ai jamais eu la suite, et c'est bien dommage. Ça devait être une série en 5 tomes, donc aujourd'hui je crois que si vous voulez le lire en entier, ce sera en VO chez Image Comics. Comme pour les 3/4 de ces séries, Ryan Murphy fait de nouveau appel à son chouchou, s'amuse son acteur fétiche, Evan Peters, et je dois vous l'avouer, j'aime trop ce gars. S'il était devant moi,
je serais peut-être un tout petit peu bicurieux. On retrouve aussi Ashton Kutcher, Rebecca Hall, Anthony Ramos et Jeremy Pope pour ne citer que. Ça commence un peu comme un thriller, avec des top modèles en pleine Fashion Week à Paris qui meurent dans de drôles de circonstances, pour pas dire d'atroces circonstances. Et là, on a deux agents du FBI, des Mulder et Scully modernes qui aiment bien jouer avec le kiki de l'autre, qui vont enquêter sur cette affaire un peu folle. Il se trouve qu'on va remonter sur une piste où un produit miraculeux peut rendre n'importe qui beau ou belle. Sauf que la formule est peut-être pas totalement au point et les effets secondaires sont pas vraiment négligeables. Des petites bouffées de chaleur et une sorte d'aérophagie extrêmement extrême. Très vite, on passe dans le body horror, certaines scènes font même penser à The Substance, en moins extrême quand même, hein. Mais bon, c'est que la première saison, donc peut-être qu'après, ça ira plus loin. Ça parle d'image, voire de l'obsession que certains peuvent avoir avec la leur, avec en arrière-plan une industrie qui vend du rêve, mais qui voit surtout ses propres intérêts privés avant de penser aux dégâts potentiels. C'est vraiment l'image parfaite d'une société qui veut être parfaite. Enfin, qui veut paraître parfaite, quitte à se foutre royalement des risques. Côté acteur, j'ai vraiment rien à dire, ça se tient très bien, les duos fonctionnent, oui il y a des duos, et ils sont tous efficaces. Juste j'ai pas compris une transformation d'un des personnages principaux, mais je peux pas en dire plus sans spoiler, donc je me tais. On est dans du Ryan Murphy pur, donc satirique, gore, ça appuie pile où il faut pour faire mal, il aime bien la provoque le petit père Murphy, donc utiliser du body horror un petit peu glamour dégoulinant, de la violence, des excès en tout genre pour faire un commentaire social sur la beauté à tout prix, c'est tout lui. En vrai, j'aime énormément le début de la série, plus choc, plus sur l'enquête et sur la découverte des dégâts, et un petit peu moins les derniers épisodes qui se transforment en chronique critique des intérêts capitalistes de grands patrons obsédés par l'image, et obsédés tout court, mais dans sa globalité, j'ai quand même été séduit, et la suite devrait être assez grandiose, en tout cas le cliffhanger final le laisse penser. Et donc cette semaine, je retiens surtout Démon, qui est un comics vraiment efficace, avec la bonne dose de vulgarité et de bagarre. C'est typiquement ce que j'apprécie, aussi bien en termes de scénario, court, simple mais pas idiot, qu'en termes graphiques, puisque Capullo maîtrise tous les aspects de son art. Je dois mentionner les ancrages de Jonathan Glapion et les couleurs de Dave McCaig, qui donnent aussi toute sa dimension maléfique à ce titre et qui sublime clairement les crayonnés de notre dessinateur. D'ailleurs, c'est assez sympa, à la fin on a une sorte de post-face de Scott Snyder, et juste après on retrouve quelques pages avec 3 étapes, les crayonnés de Capullo, l'ancrage de Glapion et les colorisations de McCaig, et pour finir, on a les illustrations des couvertures pour les issues originales, avec la participation de plusieurs artistes que j'aime beaucoup, notamment Jock, Raphaël Albuquerque, ou encore ma petite chouchoute Peach Momoko. Ça, c'est ma mention spéciale, mais mon coup de cœur, c'est clairement Enki de Asagi Yaenaga. C'est vraiment point par point ce que j'aime. On voit le travail, on voit les efforts, on voit la passion, et tout ça dans un emballage horrifique qui me plaît tellement, je ne peux que tomber amoureux de ses œuvres. Graphiquement, c'est somptueux. Vraiment, je vais mettre quelques images sur la page Insta de Supplément Geek, donc passez voir à quoi ça ressemble. Alors je sais que c'est un peu relou, parce que pas facile à trouver. Sur Paris, la très bonne librairie Apum Bapum a aussi bien Enki tome 1 et 2, enfin s'il en reste, que Gaïa, l'autre manga de Asagi Yaenaga que je vous ai déjà conseillé. Donc si vous voulez le voir avant de l'acheter et que vous êtes à Paris, vous pouvez aller chez eux, 14 rue Serpente. En plus ils sont sympas, il y a pas mal de titres de type alternatif qu'on ne voit pas partout, donc j'adore vraiment cette librairie. Sinon sur leur site, j'ai vu que le tome 1 était dispo au moment où j'enregistre, et enfin directement sur le site de Holopress, qui a quelques artistes que j'aime beaucoup dans son catalogue, comme Shintaro Kago par exemple. Je mets tout ça en description mes petits geekouniou, donc si jamais vous savez pas regarder, vous avez juste à descendre un tout petit peu et vous allez voir les liens. C'était une belle semaine, j'espère que la prochaine sera aussi qualitative. On se retrouve mercredi pour Supplément Geek, et comme je vous l'ai déjà dit, on va parler de Batman et de ses copains hiboux, et dimanche prochain pour un nouveau Supplément de Chill. Allez, bisous les geekouniou, ciao ciao, et bon chill. Hasta la vista, baby.